Bonjour à tous, donc on va commencer cette présentation sur, la 3D expérience, dans CATIA, dans SolidWorks. Voilà, on va aborder plusieurs thèmes, au cours de cette présentation. Donc je me présente, je m'appelle Pierre Baron et je suis accompagné donc de Mathieu Giol qui présentera la partie plutôt simulation. Donc si hop, je passe donc sur le programme. On va d'abord revoir les premiers bénéfices de la plateforme 3D Experience, donc que ce soit dans CATIA, dans SolidWorks et ensuite on aura, différents thèmes, donc Mathieu qui parlera du cloud computing, en 2 et ensuite je vais vous présenter la gestion des configurations dans la 3D Experience et un petit peu de conception avancée, dans CATIA, dans la 3D Experience et dans SolidWorks. Voilà. N'hésitez pas, tout au long de la présentation à poser vos questions dans le chat si vous avez des questions, si vous avez des remarques, on pourra y répondre, en direct. Donc tout d'abord, sur les premiers bénéfices qu'on peut tirer de la 3D expérience, on va avoir plusieurs catégories d'apports, au quotidien. Donc on va d'abord voir comment ouvrir la donnée, comment accéder aux différentes informations, sur les serveurs 3D expérience, comment on gère l'évolution de nos produits, comment on collabore avec son écosystème, donc autour de la 3D expérience et comment on peut travailler en contexte multicad donc, dans la 3D expérience. Donc tout d'abord pour ouvrir la donnée, donc ici, vous voyez qu'on est dans notre interface CATIA. On va venir, ouvrir un élément donc dans CATIA. Vous voyez qu'on a le choix maintenant, pour ouvrir un fichier à partir de ses dossiers locaux ou alors à partir de la 3D expérience. Donc on va venir en fait faire une recherche dans notre base de données. Donc on va partir d'un mot-clé et ensuite on va pouvoir venir faire un tri, en plus du mot-clé sur, selon si on cherche, selon le propriétaire de la donnée, on va plus se baser uniquement sur le nom du composant. On va également venir faire, tout un tas de tri selon le propriétaire, selon éventuellement son état de maturité, selon le type de fichier qu'on recherche. Donc ici, on recherche un fichier CATIA V5 donc qui a été créé par Albert et on va venir ouvrir directement notre donnée ici. On va avoir également, donc la possibilité d'avoir un aperçu de notre fichier avant de l'ouvrir dans Katia. Donc vous voyez qu'ici, on est toujours dans Katia, hein, on n'a pas ouvert d'autres, de navigateurs ou quoi que ce soit. On a notre visuel ici, notre visionneuse 3D, des attributs qui correspondent à la pièce et donc on peut vérifier si on ouvre bien la bonne donnée, dans Katia. Voilà. Et donc ici, on a pu ouvrir notre pièce dans Katia. Donc là, pour l'interface Katia, rien ne change, toutes les fonctions restent les mêmes, voilà. On va avoir ici un menu 3 d'expérience en plus, donc avec, quelques fonctions qu'on pourra détailler, juste après. On peut toujours ouvrir des données qui sont en local, donc de la même manière que vous le faites, classiquement. Donc ici, on va ouvrir notre assemblage, d'hélicoptères et on va venir, donc réouvrir notre, fenêtre, 3 d'expérience et on va avoir ici une autre méthode, d'ouverture de fichier. Donc, ça va être sous forme de signet. Donc, vous avez la possibilité en fait d'ouvrir vos données soit comme on l'a fait tout à l'heure par recherche, soit ici sous forme de signet. Donc si vous souhaitez un petit peu conserver, la structure Windows que vous avez l'habitude d'utiliser, on va pouvoir ranger nos données ici sous forme de signet et les ouvrir. Donc ici, vous voyez qu'on a fait un glisser-déposer dans l'interface Katia pour ouvrir, notre coque ici. Voilà pour l'ouverture de la donnée. Donc vous voyez qu'on a plusieurs, possibilités d'ouvrir sa donnée, à partir de la 3D expérience. Maintenant, on va voir comment on accède, donc aux différentes informations, qu'on a des données, sur le cloud. Hop, donc si je lance ma vidéo ici, on reprend donc notre assemblage d'hélicoptères et vous voyez qu'ici, on va retrouver dans chacune dans chacun des éléments, un état de maturité. Ici, on voit qu'on a un petit cadenas rouge qui nous indique que notre donnée est verrouillée par un autre utilisateur et ici, on a une petite flèche bleue vers le haut qui nous indique en fait que, la pièce a une nouvelle révision de disponible. Donc on va venir verrouiller ici notre assemblage.
vous voyez qu'on a une petite clé verte qui s'est mise sur l'icône de notre assemblage et on va venir ici, en fait, remplacer notre pièce par la nouvelle révision qui a été créée. Donc il nous ouvre une fenêtre qui nous affiche, en fait, l'ensemble des révisions de la pièce et on va venir ouvrir la version A2. Et donc vous voyez qu'ici, je ne sais pas si vous avez été, si vous avez vu la différence, mais on a bien ouvert la 2e version de notre assemblage et on a plus la flèche bleue sur l'icône de la pièce. On va pouvoir afficher directement dans l'arbre, toutes ces informations. Donc vous voyez qu'ici, on va retrouver la version, la révision pour chaque élément et également son état de maturité après. Donc vous voyez qu'on a entre parenthèses en traitement, distribué, et cetera. Ça nous permet d'avoir une indication en plus sur, les différents éléments. Ici, si on rouvre notre fenêtre, 3 d'expérience, on va retrouver tous les éléments, de notre assemblage. Ici, on retrouve, l'assemblage qu'on a verrouillé, donc avec la petite clé verte. On retrouve également la pièce qui était verrouillée par un autre concepteur et on a, pour chaque élément les mêmes informations, de version, de révision, de verrou, d'état de maturité, et cetera. Ici, on voit qu'on a une notification d'une collègue qui nous a mentionné dans un commentaire. Donc on va avoir un espace commentaire pour, chacun des éléments stockés dans la plateforme et ici notre collègue nous a en fait notifié qu'il, fallait faire, un changement, sur cet élément-là pour pouvoir en fait changer un roulement, qui se trouve dans l'assemblage. On voit également qu'elle nous a mis, en pièce jointe un rapport de simulation qu'on va pouvoir ouvrir dans cette même interface, hein, pour voir, bah, ce qui est dans ce PDF, voir les changements qu'on doit faire et pourquoi on doit les faire. Donc tout ça, de la même manière, hein, on reste dans Katia, on n'a pas eu à ouvrir d'autres interfaces, à ouvrir d'autres outils. On reste dans la même interface, et on va pouvoir faire nos modifications dans Katia, de manière très simple. Ici, on va venir également, voir tous les éléments qui sont en relation avec notre pièce en question ici. Donc vous voyez qu'on a un petit plus qui se trouve à droite et un à gauche. Donc, ici on voit qu'on a une pièce jointe, donc on retrouve bien le rapport de simulation qui a été attaché à notre pièce et on va pouvoir retrouver dans quels, éléments est utilisée notre pièce. Donc on voit qu'on a ici une mise en plan par exemple qui est liée. On va retrouver notre pièce dans un assemblage qui lui se trouve, dans 2 assemblages différents de notre hélicoptère. Voilà, donc on va pouvoir faire des analyses, d'impact lorsqu'on modifie une pièce et bah, dans quels projets sont concernés finalement par ça. Et on va venir ouvrir de manière très simple du coup la mise en plan de cette pièce, sans avoir eu à la rechercher dans un dossier ou autre. Maintenant, on va passer sur le 3e point, donc comment gérer l'évolution de toutes nos données. Donc maintenant, on va venir, faire des modifications dessus, et on va voir comment on fait évoluer notre ensemble, comment on garde tout l'historique, et cetera. On va reprendre ici notre pièce qu'on a ouverte dans SolidWorks et on va venir donc la verrouiller pour faire le changement que notre collègue nous a dit de faire. Donc voilà pour ce qui est du travail dans Katia, il y a rien qui va être changé, hein. Vous allez garder les mêmes fonctions d'esquisse, les mêmes fonctions d'extrusion, et cetera. Votre outil de conception, reste vraiment inchangé. On va amener en fait des fonctions en plus par-dessus pour tout ce qui va être gestion de données. Voilà. Donc on a fait notre modification sur notre pièce. On va venir la propager donc dans sa mise en plan et ensuite on va l'apporter également dans l'assemblage pour qu'il soit mis à jour. Voilà, donc on a pu mettre à jour notre pièce ici. On va pouvoir également venir, chercher dans des bibliothèques de données, donc dans la 3D Experience, qui sont accessibles de la même manière par, la fenêtre qu'on va ouvrir, comme ceci. Et donc vous voyez qu'on a un élément qui s'appelle Part Supply, où on va avoir en fait différents fournisseurs qui mettent à disposition des utilisateurs de la 3D Experience, leurs pièces, leurs données et vous allez pouvoir les intégrer directement à vos conceptions.
Donc vous voyez qu'ici on va retrouver alors soit des catégories de pièces, soit des catalogues, de fournisseurs et on va pouvoir venir, intégrer dans notre assemblage, bah, des notre fournisseur, le fournisseur qu'on aurait, avec les pièces qui correspondent bien. Donc ici on a mis en favori certains roulements qu'on utilise et on va pouvoir venir, modifier certaines, caractéristiques pour les adapter à notre conception. Donc ici, on va venir, choisir le roulement à billes qui correspond bien et l'insérer directement dans notre assemblage ou alors remplacer un autre élément, qui a été, qui est déjà dans l'assemblage. Et donc ici, voilà, on a bien intégré notre roulement, et on va pouvoir venir maintenant enregistrer tout l'assemblage et les modifications qui ont également été faites sur les pièces dans la 3D Experience. Donc ici, vous voyez que dans le menu 3D Experience, on va venir enregistrer, tout ce qu'on a fait et on va avoir un récapitulatif de, ce qui va être fait, ce qui va être enregistré, ce qui a été modifié et cetera. Donc vous voyez qu'on a des petites pastilles de couleurs qui nous résument, bah, ce qu'on a fait sur notre conception. On a un petit sens interdit qui nous indique en fait que le système, donc l'assemblage de tête est verrouillé par un autre utilisateur, donc on va pas pouvoir l'enregistrer. En revanche, les autres, éléments qui ont été modifiés, on les a verrouillés, donc vous voyez qu'on a une petite clé verte lorsque c'est nous qui avons verrouillé la pièce et on va pouvoir venir, les enregistrer dans la 3D Experience. Vous voyez qu'ici, on va venir choisir si on souhaite monter une révision sur, alors ici, en l'occurrence, c'est notre mise en plan. On peut également la ranger dans un signet si on le souhaite, au passage et la dernière, enfin la chose également qu'on va pouvoir faire au moment de l'enregistrement, c'est pouvoir créer une sortie dérivée. Donc, décider en fait de créer un PDF, donc vous voyez qu'on a plusieurs options ici, de créer un PDF au moment de l'enregistrement de la pièce dans notre, 3D dans la 3D expérience. De la même manière, on va monter une révision sur notre, pièce ici et on va pouvoir générer un step, heu, au moment de l'enregistrement et on va pouvoir venir déverrouiller les pièces au moment de l'enregistrement également. On peut ajouter un commentaire et voilà, donc c'est au moment où on va enregistrer donc avec cette fenêtre qu'on va un petit peu, décider des différentes options qu'on a pour sauvegarder dans la 3D expérience. Et vous voyez qu'ici, on a bien, la pièce qu'on a enregistrée qui s'est mis en A2, l'assemblage également aussi. Maintenant, on va voir comment on peut collaborer avec son écosystème, grâce à la 3D Experience. Donc, quand on parle de collaboration, ça va être plutôt avec les personnes qui n'ont pas, de licence 3D Experience. Comment on va pouvoir, leur rendre, enfin leur donner accès à certaines données, pouvoir, échanger autour des différentes données CAO qu'on a créées. On va reprendre ici notre assemblage d'hélicoptère et on va venir ouvrir donc un des éléments, donc ici c'est un assemblage qu'on a de la structure de l'hélicoptère et on va l'enregistrer dans un drive. Donc vous voyez qu'ici on a bien un 3D Experience Drive, qui est synchronisé avec la plateforme et donc dans lequel on va enregistrer notre assemblage ici. On choisit ici de l'enregistrer sous format STEP. On aurait pu l'enregistrer sous format, CATIA, ou sous un autre format, plus classique. Une fois qu'on a enregistré notre assemblage dans ce drive donc 3D Experience, on va pouvoir venir, donner accès aux différents utilisateurs qu'on souhaite. Une fois on a partagé donc cet élément, vous voyez qu'on va sélectionner ici et donc, donner accès à des personnes en particulier, grâce à un mail. Donc on va activer ici donc un lien de partage. Vous voyez qu'on va pouvoir collaborer, avec des commentaires autour de l'élément qu'on va partager et ici on va restreindre donc l'accès à certaines personnes en particulier. Donc ici notre collègue qui nous avait indiqué de faire la modification. On ajoute donc, cette personne, dans les personnes à qui on partage et on va venir apporter un commentaire donc pour lui dire, ce que de vérifier en fait ce qu'on a fait sur l'élément.
De son côté, donc la personne ici, la collègue Christine à qui on a partagé l'élément va recevoir un mail dans lequel on aura un lien qui va nous donner accès à, l'élément qu'on aura partagé. Donc on va passer, tout de suite dans la dans la du côté de notre collègue Christine. Donc vous voyez qu'on reçoit un mail comme ceci. On va avoir un lien qui va nous amener donc sur, alors il faut se créer un compte 3 d'expérience, mais pour l'instant il y a rien de payant, c'est un compte, gratuit, et donc grâce à ce compte, on va avoir accès à une visionneuse, qui nous permet donc de visualiser l'élément qu'on a partagé. Cette visionneuse, elle va vous permettre de faire des prises de cotes, de pouvoir faire des annotations, et on va donc avoir accès aux commentaires, qui ont été autorisés par nous. Donc vous voyez qu'on retrouve bien le commentaire qui a été mis par Albert, et je vais pouvoir ici faire, mes prises de cotes, mes annotations, sur mon élément CAO. Donc vous voyez que c'est très simple, hein, les outils sont assez simples, d'utilisation. Donc c'est typiquement pour quelqu'un qui n'aurait pas de CATIA, pas de SolidWorks, il va pouvoir utiliser, ces éléments-là. On peut également, l'envoyer par exemple à un commercial lorsqu'il va chez un client pour qu'il puisse, montrer la donnée, au client à qui on souhaite vendre, le produit. On va venir donc faire nos annotations ici. Et donc l'intérêt, finalement de ce partage, ça va être que de son côté, Christine va pouvoir faire donc les annotations et les repartager en commentaire pour nous indiquer les modifications qu'on doit faire sur, l'élément en question. Donc vous voyez qu'ici elle indique qu'il manque de la matière autour des trous, et on va partager donc, une capture d'écran en fait de ces annotations dans les commentaires, et on va pouvoir venir, expliquer, bah, les modifications qu'on qui doivent être faits sur, l'assemblage, ici. Donc ici, on est toujours sur quelqu'un qui n'a pas de licence payante 3D Experience, hein. Et donc voilà, la collègue Christine a répondu aux commentaires avec des annotations. De mon côté, je suis toujours dans Katia, hein, je vois que j'ai une notification donc de Christine, je vois ses commentaires, je peux ouvrir, la capture d'écran, qu'elle a faite donc avec ses annotations, et je vais pouvoir comprendre finalement ce que je dois faire, sur, mon assemblage en question. Et donc une fois, voilà, après avoir vu ces commentaires, je vais pouvoir faire mes modifications sur mon assemblage et ensuite repartager la donnée si besoin, aux personnes en externe. Maintenant, on va voir comment travailler dans un contexte, multicad, donc dans la 3D expérience. Ici, on reprend, de la même manière notre, assemblage d'hélicoptère, et on va en fait venir intégrer un élément qui a été créé, dans un autre outil de CAO, dans notre assemblage CATIA. Donc ici, on va remplacer le composant coque par un composant, existant. Et en fait, ce composant coque donc aura été créé, dans la 3D expérience par un outil qui s'appelle, Xshape, que je vous présenterai à la fin de la présentation, hem, qui est donc, du surfacique. Et vous voyez qu'on a intégré notre coque. On a bien un logo, 3D expérience qui nous indique que c'est un fichier qui n'est pas de format CATIA, et on va, de la même manière qu'avec une pièce classique, pouvoir intégrer des contraintes, d'autres fonctions et cetera sur cet élément-là. Alors c'est possible avec des formats, 3D expérience. On va pouvoir également le faire avec, des fichiers SolidWorks, et donc en fait combiner nos différentes CAO dans un même assemblage, donc dans une même, interface, et on reste sur le même outil qui est la 3D expérience. Voilà pour les principaux bénéfices donc de la 3D expérience, donc qui sont donc le travail en collaboration, la gestion de l'évolution de nos données en version, en révision, et la collaboration donc également avec des personnes en externe, heu voilà pour cette partie-là. Je vais laisser maintenant la parole, à Mathieu pour, le cloud computing.
Donc oui, je vais prendre le fil en attendant que le problème de Mathieu se résolve. On va parler maintenant de la gestion des configurations dans la plateforme 3D Expérience. Donc comment on gère finalement des versions si vous souhaitez vendre un produit avec plusieurs options, en fonction des demandes des clients. On va voir comment on gère ça dans la 3D Expérience. Donc tout d'abord, pourquoi vous auriez besoin de gérer des options sur un des produits que vous vendriez? Déjà pour répondre finalement aux attentes des clients. Si les clients ont besoin d'une option en plus sur vos machines ou d'une couleur en particulier, vous allez pouvoir gérer ça directement donc grâce à la 3D Experience. Vous allez pouvoir également adapter, vos produits aux réglementations locales. Donc si vous vendez vos produits dans différents continents, dans différents pays, ces différents pays ou continents n'ont pas forcément les mêmes réglementations et donc vous allez pouvoir adapter ça, en fonction grâce à la 3D expérience encore une fois. Et donc les 2 derniers points, vous allez pouvoir, lier vos configurations avec vos conceptions, votre CAO et donc gagner du temps, dans la conception en anticipant donc, la production et la création de vos produits, en les liant avec la 3D expérience. Alors, comment ça se passe, concrètement dans la 3D expérience? Donc si on prend l'exemple, d'un vélo que vous souhaitez vendre, avec plusieurs couleurs, avec différents types de guidons, donc ici un guidon classique et un guidon, plutôt, type plage, différents types de pédales et le vendre donc sur 3 marchés différents, donc européens, américains et chinois. Rien qu'avec ces 4 catégories finalement d'options, vous allez devoir gérer 72 configurations possibles. Donc ça veut dire gérer 72 assemblages, SolidWorks et donc ça fait quelque chose qui est quand même très lourd à gérer et à maintenir, au cours du temps. Comment vous allez faire donc si vous n'avez pas d'outils, dédiés pour cela? Vous allez créer donc votre première configuration avec, donc vous allez définir que vous la vendez pour le marché européen avec, donc des pédales en plastique, la couleur carbone et un guidon de plage. Et ensuite vous allez, donc ajouter sur votre assemblage les éléments qui, sont similaires à, toutes les configurations. Vous allez ensuite créer votre deuxième configuration, donc qui elle se vend sur le marché américain avec des pédales pro, la couleur en alu, le guidon classique et également donc les éléments, similaires et ainsi de suite donc avec les 72 configurations. Ça reste quand même très lourd à gérer. Vous risquez de créer des doublons, donc si vous avez les éléments similaires que vous modifiez, vous devez ouvrir tous les assemblages pour pouvoir les mettre à jour avec les nouveaux éléments. Vous allez, potentiellement, avoir un peu de mal finalement à maintenir tous ces assemblages et vous avez pas la possibilité de contrôler la compatibilité des options. Donc si certains éléments sont interdits par d'autres, ça vous allez pas pouvoir le gérer très facilement. Comment on va faire pour gérer tout ça dans la 3D expérience? On va avoir un seul assemblage, dans lequel on aura donc les éléments similaires, pour toutes les configurations. On va donc, dire, donc on va le vendre sur deux continents ici. On va mettre les 3 types de pédales dans notre assemblage, les 4 couleurs disponibles et les 2 types de guidons. Donc on va avoir tous les éléments contenus dans un seul assemblage et on va ensuite, par un système de coches, venir définir, pour telle configuration, il y a cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là. Donc si on prend un premier exemple, on va dire qu'on vend une première configuration en Europe, avec des règles qu'on aura définies. Hem, Ça va nous interdire en fait les pédales alu qui ne répondent pas à une certaine réglementation. On va avoir le choix donc entre les 2, les pédales en plastique ou les pédales pro. On va choisir ici les pédales pro, on va choisir la couleur rouge et le guidon classique. Une fois qu'on aura fait donc tous nos choix, les autres options vont finalement se griser et être masquées et on va garder uniquement les éléments qu'on aura choisis. Ce que ça va vous apporter, c'est que donc vous allez pouvoir gérer un seul assemblage avec une nomenclature à 150.
vous avez pas de risque de créer de doublons, sachant que tous les éléments sont contenus dans le même assemblage et vous allez pouvoir gérer, différentes règles que vous aurez définies. Si on passe maintenant donc sur la 3D expérience pour voir concrètement comment ça se passe. Ici donc on est dans la 3D expérience donc sur l'interface web, donc dans un navigateur. Vous voyez qu'on a défini donc, on a défini les différents éléments, donc les matériaux, la couleur, la selle, le guidon et cetera dans l'outil, 3D expérience, dédié pour les configurations et on va venir apporter donc des règles sur ces différents, éléments qu'on aura définis. Donc vous voyez qu'ici on est dans le premier onglet, variabilité. On va passer maintenant dans l'onglet règles. Donc on a des règles qui ont déjà été définies. On va voir donc celles qui concernent, les continents et les pédales, donc comme je vous ai parlé juste avant. On voit qu'en fait, ça va nous créer un tableau avec donc d'un côté les pédales, de l'autre côté les continents et donc vous avez plusieurs options pour, chaque case de votre tableau. Donc soit de rendre indisponible, donc d'empêcher un élément pour un continent ou alors de forcer un élément pour un continent ou alors, de laisser le choix, en laissant la case en blanc. On va voir un autre exemple maintenant avec, les versions et les différents éléments. Donc on va créer pour notre vélo une version classique, une version pro. Pour notre version classique, on va forcer le choix des poignées classiques et forcer le choix des selles classiques. Automatiquement, il nous empêche donc de choisir, bah, la selle pro et également pour les pédales, donc on va empêcher de prendre les pédales en alu qui sont trop haut de gamme pour notre version classique. De la même manière pour notre version pro, eh ben, on va forcer le choix des poignées pro, forcer le choix de la selle pro et empêcher le choix des pédales en plastique parce qu'elles ne sont pas assez haut de gamme pour la version pro. Une fois qu'on a défini, toutes les règles qu'on souhaitait, on va venir créer nos différentes configurations. Donc ici, on va créer la configuration, bleue, en version pro pour l'Europe. Et on va venir donc, comme, je vous expliquais tout à l'heure avec les coches, donc définir qu'ici on veut la version Europe, le continent Europe, la version pro. Donc vous voyez que ça nous met automatiquement les poignées, la selle et les pédales, comme on l'avait défini dans les règles. On va mettre le matériau, la couleur, les roues et donc, finalement finir, ces différentes coches qu'on avait à choisir. On enregistre donc notre, configuration et donc dans l'étape d'après, on va venir l'allier à notre CAO. Une fois qu'on a défini donc toute la configuration qu'on souhaitait faire. Donc comment ça se passe, pour concrètement pour lier avec la CAO? Donc de la même manière ici on est dans notre interface web de la 3D expérience. On voit donc qu'on a notre nomenclature, de BMX à gauche et ici on va voir dans la visionneuse, bah, on voit bien qu'on a notre nomenclature à 150 avec les différents éléments, donc que ce soit les différents cadres, les différents types de roues, les différents types de pédales, les différents types de guidons, de poignées et cetera. Et on va venir en fait lier notre CAO, donc tous les éléments SolidWorks à, la configuration, donc, les coches finalement qu'on a définies juste avant. Donc vous voyez qu'ici voilà, on va lier ce qui s'appelle BMX ici, c'est les configurations qu'on a créées et la lier avec, la CAO, l'assemblage qui contient tous les éléments. Et pour chaque élément, on va venir définir, beh, dans quel cas il doit apparaître. Et donc ici, notre fourche bleue, elle doit apparaître quand on a choisi le matériau aluminium et la couleur bleue. Et donc on va faire ça avec tous les éléments. Donc vous voyez qu'on a une colonne, variante option qui contient en fait, toutes les conditions, pour lesquelles, les éléments doivent apparaître. Donc ici on voit les différents matériaux et les couleurs pour les fourches et les guidons. Et ensuite, une fois qu'on a bien défini, tout ça, on va venir appliquer donc les configurations la configuration par exemple qu'on a créée juste avant, la configuration donc Bleu Pro Europe. Donc ici, on va appliquer un filtre, dans lequel on va mettre tout ce qu'on a défini juste avant. Et donc vous voyez qu'on a toute la liste ici juste en dessous de ce qu'on avait défini dans la configuration. Et automatiquement, donc il va me faire le tri dans ma visionneuse. Je vais pouvoir avoir donc le visuel de mon vélo, Bleu Pro Europe et la nomenclature associée. Et donc
j'ai bien le lien qui est fait entre ma CAO et la configuration que j'avais définie, juste avant. De la même manière, je vais pouvoir créer une nouvelle configuration ici. Bah, je vais, de la même manière choisir à nouveau les éléments que je souhaite, afficher et que je souhaite avoir en nomenclature. Donc ici, on va prendre, voilà, un continent, l'Asie, en version classique. Il m'a choisi automatiquement, vous voyez, la selle classique et les poignées classiques. Je choisis, ce qui me reste à choisir, donc les pédales, le guidon et cetera et j'applique donc cette configuration à mon vélo et donc vous voyez qu'ici on a bien une autre version de notre BMX, qui est grise avec un autre type de roue et un autre type de guidon et la nomenclature qui est associée. Maintenant en quoi ça va vous aider? Beh, lorsque vous allez faire des modifications sur vos éléments CAO, lorsque vous allez les faire, évoluer, vous allez pouvoir donc modifier vos différents éléments CAO et ils vont être répercutés automatiquement sur toutes les configurations. Pas besoin d'ouvrir tous les assemblages, que vous auriez créés si vous n'aviez pas un outil dédié et donc automatiquement, vous voyez qu'ici on ajoute un trou sur l'élément, qui tient le guidon et il est automatiquement donc répercuté sur toutes les configurations, sachant qu'il n'y a qu'un assemblage SolidWorks, ici. Voilà donc pour le lien finalement entre la CAO et les différentes configurations. On va voir maintenant comment on peut aller plus loin, avec ces différents cet outil de configuration. Il va vous permettre en fait de pouvoir gérer, des gammes de produits, donc qui n'auront pas forcément les mêmes critères. Donc ici, si on reprend les critères qu'on avait tout à l'heure, alors le continent s'applique toujours avec les différentes réglementations. Mais par exemple, donc ici tout à l'heure, on avait défini le BMX qui est, dans la sous-gamme skatepark et ici on pourrait définir donc dans notre sous-gamme, montagne, qu'on va avoir, un critère suspension qui va être, enfin des options de suspension qui vont être différentes selon les différents, vélos qu'on vend dans la sous-gamme de montagne. Et on peut avoir des options de type de batterie pour, le vélo électrique qu'on vend pour la montagne. Voilà, on retrouve les poignées qu'on vendait pour le BMX et on peut faire ça donc avec différentes gammes. Donc ici, on avait pris les vélos comme exemple. Ça peut être pour tous les accessoires qui tournent autour du vélo, pour les vêtements et donc vous pouvez, avoir ça donc dans peu importe les types de produits que vous vendez, si, ils ont ces différentes options, que vous proposeriez à vos clients. On va pouvoir également donc lier les différentes exigences, à notre configuration. Donc typiquement, ce dont on parlait tout à l'heure, donc les, hem, les pédales, en alu qui n'étaient pas disponibles pour l'Europe et bah, pourquoi elles n'étaient pas disponibles pour l'Europe? On va pouvoir, lier directement ça à l'élément en question. Et donc ici, on voit bien que notre exigence, donc en fait, le réflecteur donc n'est pas adapté à la réglementation en Europe et donc on va lier donc cette exigence à, la variante Europe, qu'on a définie donc dans la configuration du BMX. De la même manière, donc on va pouvoir faire évoluer nos différentes configurations qu'on aura définies. Donc, ici, on a la configuration donc que je vous ai présentée tout à l'heure, en version 1. Et de la même manière que ce que je vous ai présenté au début sur la 3D expérience dans Katia, on va pouvoir venir créer des versions et faire évoluer nos configurations. Donc, si, dans la version de 2024, bah, je choisis de vendre, mon vélo avec une couleur jaune, je vais venir créer une nouvelle version. Voilà et on a également le guidon, type plage qui a évolué donc de la même manière, ça va être propagé dans la version 2 de notre configuration et on va pouvoir lier cette version 2 avec notre CAO et continuer à gérer nos différentes configurations et options, comme cela. Et voilà, de la même manière, on va créer une version 3 et cetera, dans laquelle on enlèvera la couleur bleue, on va décider de plus vendre sur le marché chinois et donc on va pouvoir faire évoluer nos configurations comme ça, tout en gardant donc le même assemblage avec une nomenclature à 150 qu'on a défini dès le début.
Donc si pour conclure, cet outil de configuration, il va vous permettre d'apporter de la variété dans votre offre, donc de pouvoir, répondre à plusieurs critères que les clients voudraient avoir sur leurs produits, donc que ce soit des options. Donc on a assez souvent comme exemple, bah, les lorsque vous achetez un téléphone, vous allez choisir si vous souhaitez l'avoir, dans tel coloris, avec, telle capacité de stockage et cetera, et donc c'est un petit peu la même chose que vous allez pouvoir gérer ici, dans cet outil. Vous allez pouvoir donc également maîtriser l'évolution de l'offre et de toutes les configurations que vous proposez, à vos clients sur le marché, et vous allez pouvoir, élément très important ça, vous allez pouvoir lier les configurations que vous définissez avec votre, conception, CAO, et donc pouvoir gérer en amont plus facilement, heu, la CAO en lien avec les configurations. Maintenant, je vais passer donc, à la partie donc conception avancée. Donc on va voir tout d'abord, des concepts, donc des options qu'on va retrouver dans Katia pour, des pièces de type coque, des pièces, de type plastique, des choses comme ça. On va avoir ensuite un outil, sur, la gestion de visserie, de quincaillerie avec des options avancées, dedans. Et on va avoir un outil de motion designer, donc qui permet de faire de la simulation et de la conception dans un même outil, dans une même interface. Et ensuite, enfin, le dernier outil, ça va être donc, le X-Shape, Designer. Donc, c'est un outil qui permet de créer à part des éléments surfaciques, donc comme la coque de l'hélicoptère tout à l'heure, donc à partir d'une boule de matière, pouvoir la modeler, comme on le souhaite. Donc dans cette partie, donc la première partie sur, les pièces, modelées, donc les pièces, type plastique, on va voir les différentes, fonctions avancées qu'on va retrouver dans Katia pour pouvoir gérer facilement ces conceptions-là. Donc si on commence tout d'abord avec la première fonction, ça va être la création, donc de coques. On va pouvoir venir définir, des propriétés dès, la création de notre coque, donc avant même d'avoir défini un, une géométrie, une esquisse. Et donc, lorsqu'on va créer notre esquisse de coque, et ben, vous voyez on va avoir, un décalage de 3 degrés dans la direction, moins Z, et donc pouvoir créer notre coque directement sur ce qu'on aura défini. Et en fait, l'avantage que vous allez avoir avec cet, outil-là, c'est que dès que vous allez modifier, votre esquisse, vous allez pouvoir répercuter la coque, pardon, sur ce que vous ajoutez dans votre modèle. Et donc ici, on a choisi sur le rond de ne pas ajouter de décalage de 3 degrés sur la coque. Maintenant, si on passe sur la 2e fonction, ça va être, la possibilité de pouvoir réserver des espaces. Donc si vous souhaitez qu'une pièce vienne s'emboîter dans un endroit ou des choses comme ça, vous allez pouvoir réserver un espace et en fait empêcher, la création de quoi que ce soit dans, cet espace que vous aurez défini, au préalable. Vous voyez qu'ici, on va définir un un cube ici, et vous voyez que déjà, il va enlever les anciennes fonctions qui avaient été créées dedans. Et si on vient créer des nouvelles fonctions, et bah, automatiquement, il va les bloquer la création de ces fonctions dans l'espace qui a été réservé. Donc vous voyez qu'on a bien la fonction qui a été créée autour, mais l'espace réservé n'a pas été modifié. Maintenant, si on passe sur la 3e fonction, on va avoir, la création, simplifiée de grilles. Donc on va partir d'une géométrie qu'on aura définie, avant, et avec, les outils, qui ont été faits exprès, dans Katia, on va pouvoir définir les différents éléments qui vont, définir notre grille. Donc, le contour, les différents éléments, de barres à l'intérieur. Donc voilà, on peut changer la taille des différentes barres, se baser sur l'esquisse qu'on a définie, et créer directement assez facilement, vous voyez finalement notre grille. Voilà, et elle va se répercuter automatiquement sur la surface qu'on a définie. L'avantage de cela, c'est que si on vient modifier la surface de notre coque initiale, et ben la grille va se répercuter automatiquement sur la nouvelle surface qu'on aura créée.
Maintenant, si on vient, diviser, une coque en 2, on va voir que ça va se faire très facilement. Donc on a notre coque de base, on va définir une surface qui va couper notre coque en 2 et on va pouvoir donc créer 2 éléments, distincts de coque, mais qui restent toujours liés à un même élément de base. Donc vous voyez qu'ici on va définir, on a coupé donc notre coque en 2, on va les espacer et en fait, si on vient remodifier la forme de base de la coque et ben, en fait, les 2 éléments vont être impactés et vont rester finalement liés l'un à l'autre. Ouais, donc vous voyez qu'on a rétréci ici le côté gauche et les 2 éléments ont bien été modifiés. Maintenant, on va voir comment créer une nervure donc sur si on reprend la coque qu'on vient de diviser. On va venir créer une nervure donc, sur un des éléments de la coque et donc automatiquement on va avoir plusieurs, possibilités de nervures et on va choisir laquelle, avec quelles caractéristiques et automatiquement on va avoir, l'élément correspondant de l'autre côté de la coque qui va être créé. Donc vous voyez qu'ici on a la nervure qui dépasse, de notre bout de coque, de ce côté-là de la coque et si on vient sur l'autre élément, on voit qu'automatiquement et ben, on a le trou correspondant qui s'est créé dans cette coque. Et de la même manière que tout à l'heure, si on vient modifier le contour de cette coque, la nervure va se propager dans la nouvelle forme. Et de la même manière, si on vient changer la surface de division, bah, la nervure va se propager sur la nouvelle forme de la coque, des 2 côtés. On va également retrouver des fonctions un petit peu similaires avec les fûts de vissage, donc pouvoir créer en fait un fût de vissage avec, 2 éléments correspondants sur chaque, côté de la coque. Donc pareil, on va avoir plusieurs fonctions prédéfinies qui vont nous permettre de créer notre fût. Donc vous voyez qu'ici on va avoir d'un côté, un élément et de l'autre côté l'autre. On va pouvoir ajouter très facilement des goussets à notre, fût de vissage, en les paramétrant et vous voyez qu'on a un un cylindre rouge qui était dessiné au milieu et en fait ça va bloquer la création d'autres fonctions dans, le fût de vissage. Donc vous allez voir qu'on va créer une fonction qui est censée traverser le fût de vissage et donc elle va être créée donc tout autour, mais par contre, ce qui traverse le fût de vissage va être enlevé pour permettre de laisser passer la vis. Vous voyez qu'ici on a créé notre fonction et le fût de vissage reste bien, intact avec le trou à l'intérieur. On va également avoir, une fonction de clip pour emboîter un bout de la coque avec l'autre et donc en fait, en partant d'une extrusion très simple, on va pouvoir définir, que dans telle direction, on va créer un clip. On a pareil des fonctions prédéfinies de type de clip qui vont être disponibles et on va avoir la version directe. Donc vous voyez qu'on a plusieurs types de clips disponibles et de la même manière, vous voyez qu'on a une zone rouge qui va être réservée pour que le clip puisse s'insérer dans l'autre partie et qu'on ait aucune autre fonction qui vienne empêcher ça. Vous voyez qu'on a bien ce petit espace en rouge qui permet de garder la fonction pour le clip intacte. Maintenant on va passer sur, le 2e outil donc, de gestion de visserie et de fonctions avancées par rapport à ce thème-là. Donc cet outil, il va être, dans la 3D expérience que ça va se gérer. Il va vous permettre de gérer des fonctions avancées de création autour de votre visserie dès que vous venez les insérer dans un composant. Lorsque vous venez, le changer l'endroit où cet élément est posé. On va voir comment on va pouvoir gérer ça simplement. Si on vient hop, ici donc si on a l'exemple, d'une vis, très simple, hein. On a créé donc le notre vis et vous voyez qu'en fait en rose, on va avoir une fonction qui va être créée automatiquement, dès qu'on va, venir, ajouter la vis,
et la poser sur un élément, on va avoir le trou de visserie correspondant qui va se créer dans l'élément. Donc on va avoir alors ça là on a l'exemple d'une vis, mais on va avoir, plein de fonctions qui peuvent être mises. Donc là si vous avez d'autres éléments, à poser, vous pouvez choisir la fonction que vous désirez. Donc ici donc voilà on a défini que c'est un trou donc qui correspondrait à la taille de la vis et vous allez voir que dans la vidéo de juste après, on va voir comment on vient, apporter ça directement dans un assemblage et comment on peut le gérer très facilement. Ici donc on a un assemblage un petit peu plus complexe et on va venir, insérer des composants donc qui ont ces fonctions, directement intégrées. Donc vous voyez qu'ici on retrouve les différentes vis de tout à l'heure et on va ajouter le composant qu'on souhaite. Donc voilà le composant. Vous voyez que donc dans Assembly Features, on retrouve les différents, fonctions qui vont être insérées dans l'assemblage directement lorsqu'on va mettre les composants. Vous voyez qu'on peut on peut, choisir de reproduire son élément de manière symétrique sur, l'élément en face. Donc voilà, c'est faisable ou non, hein, ça reste, à vous de choisir et lorsque je viens, insérer mon composant, vous allez voir que, en fait, le on a créé automatiquement un espace sous le composant, donc dans notre assemblage de tête, pour que le composant puisse venir s'insérer, facilement et coulisser. Donc vous allez voir que il permet de faire une glissière et donc vous voyez qu'on a bien le trou qui a été créé dans la pièce. Et donc si on vient donc mettre l'élément qui vient s'insérer dans cet assemblage-là au-dessus, vous allez voir que notre composant va glisser automatiquement donc avec les fonctions qu'on aura définies à la création de cet élément. Vous voyez que si on a l'élément du dessus qui vient se poser dessus et on a notre composant qui vient faire glissière automatiquement là où on l'a défini. Et on n'a pas eu besoin de mettre de contraintes en plus. Voilà. Tout a été défini au moment de la création du composant. Maintenant, je vais passer sur, l'outil, Motion Designer. Alors je ne sais pas si Mathieu, OK. Si, voilà, donc je vais parler de l'outil Motion Designer qui va permettre de faire de la conception et de la simulation dans une même interface, dans un même outil. Hem, voilà, donc ça va se passer donc également dans l'outil installé de la 3D Experience et vous allez voir comment on peut gérer donc ici le battement d'une porte dans une même interface. Donc vous voyez qu'ici on va avoir notre assemblage, de voiture, avec les différents composants et cetera et on va venir en fait étudier le mouvement de la porte et jouer sur les composants de notre vérin pour que la porte se ferme de la meilleure manière possible. Donc ici on a défini les différents composants, que ce soit le poids ou autre, de la pièce, du vérin et cetera et on va venir tester directement la fermeture et pouvoir, sortir des résultats finalement, à la suite de ce mouvement, voir ce qu'on a comme résultat. On va faire donc notre test avec certaines composantes donc sur notre vérin. Ici, on voit qu'on a notre porte qui rebondit lorsqu'elle vient se fermer et donc en conséquence, on va pouvoir modifier les composants, de notre vérin. Éventuellement donc voilà, changer, ici on a les composants du verre, mais ça aurait pu être, voilà les dimensions d'une pièce, le poids par exemple, donc si on veut changer un matériau et donc on va pouvoir rester ici dans la même interface et voir, donc vous voyez si on change un élément, voir que notre porte se ferme, plus doucement, voilà et donc une fois qu'on a fait notre, notre test,
on va pouvoir sortir des résultats. Donc vous voyez qu'ici, on va pouvoir avoir une courbe en fonction de la force qui s'appliquait sur le vérin. On va pouvoir exporter, des animations, donc si on doit les partager à différentes personnes, pouvoir les rejouer et donc jouer avec cet outil de la manière dont on souhaite. Et exporter également du coup les résultats, qu'on a eus de nos différents calculs. Maintenant, je vais passer donc sur le dernier outil qui va être, Xshape. Donc cet outil, il va vous permettre en fait de modeler, à partir d'une boule de matière, de créer un élément assez complexe. Donc ici, on va avoir l'exemple de la coque de notre hélicoptère et on va voir comment ça se passe. Hop. Déjà donc on va partir, vous voyez qu'on va retrouver en fait notre assemblage qu'on avait tout à l'heure dans Katia, qui va être, enfin assez transparent. Donc en fait pour partir d'un élément concret, on va pouvoir également mettre un calque pour voir pour s'inspirer, avoir les bonnes dimensions pour notre coque et ensuite on va venir, créer notre boule de matière pour pouvoir la modeler comme on le souhaite. Donc vous voyez qu'ici on a inséré notre boule de matière, on va définir ses dimensions de base, son, maillage également, donc pour pouvoir la modeler plus facilement et ensuite on va pouvoir la superposer à notre calque et la redimensionner, la remodeler point par point pour qu'elle, corresponde à ce qu'on souhaite avoir. Vous voyez qu'on va pouvoir prendre chaque point du maillage pour pouvoir l'adapter à la forme qu'on souhaite donner à l'hélicoptère. Donc cet outil, c'est un outil, donc c'est une application cloud. Donc vous pouvez vous en servir, avec n'importe quel, enfin un ordinateur assez, classique de bureautique, pourrait vous suffire pour, gérer cet outil. Il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur puissant, tout est fait donc sur le navigateur, et donc toute personne ayant un ordinateur ou même une tablette pourrait faire, ces différentes créations. Donc alors après, sur une tablette, ça reste un petit peu plus complexe, sachant que c'est voilà, vous allez le faire, de manière tactile, donc c'est plus dur à gérer, point par point et précisément. Mais, c'est possible en tout cas de le faire, sur tous les, toutes les surfaces que vous souhaitez. Et donc vous voyez qu'ici on a modelé, donc point par point, surface par surface notre coque, d'hélicoptère. On va venir définir qu'ici, l'endroit où viennent s'insérer le rotor et les pales, ça va être, un élément qui va être plat. Voilà, donc on va pouvoir, redesigner ça et une fois que notre conception est terminée, comme, je vous l'ai montré tout à l'heure, on va pouvoir insérer cette coque dans, dans notre assemblage CATIA, SolidWorks et cetera. Cet outil de Xshape, il va créer des fichiers au format 3D XML. Donc c'est un format propre à la 3D expérience, et donc il peut s'insérer dans vos assemblages SolidWorks ou CATIA, mais vous n'allez pas pouvoir modifier les différentes fonctions qui ont été créées dans l'outil 3D expérience. Et donc je vous laisse voir, on peut modifier l'aspect de notre coque. Voilà, jouer sur différents paramètres pour créer vraiment le la forme qu'on souhaite, donner la forme qu'on souhaite à notre coque. Voilà. Voilà pour cette partie de conception avancée. Je vais redonner la parole à Mathieu, donc si ça marche mieux cette fois pour la partie de conception. De simulation. De simulation, pardon. Ouais, je sais pas si vous m'entendez. On va réessayer. Là, on avait choisi de vous présenter la partie cloud computing, qui est une technologie qui est assez récente et qui pour nous est très pertinente, surtout dans le monde de la simulation.
Donc pour commencer, en quelques mots, hein, qu'est-ce que, le cloud computing? C'est tout simplement, la possibilité d'avoir accès, un accès à la demande et de façon flexible à des ressources, matérielles et logicielles, que, nous n'avions pas ou nous n'avons pas en interne. D'accord? Donc quels sont ces avantages? Bah, déjà le 1er but, c'est d'avoir accès à ces niveaux d'équipement, donc des serveurs, et cetera, qui étaient, plutôt, historiquement, réservés aux grandes entreprises. Et pourquoi ils étaient réservés aux grandes entreprises? Bah, parce que l'investissement était plutôt, important, tant sur la partie, matérielle que, sur tout ce qui est, et maintenance des serveurs, pour pouvoir réaliser ces équipements. L'idée du cloud computing, c'est de, tout simplement payer, la puissance de calcul que l'on a, besoin. Un autre avantage, c'est, la capacité à la fois de paralléliser, ces calculs, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas, forcé de lancer un seul calcul à la fois, mais c'est surtout de libérer, les ressources, locales. Donc si, vous êtes, des personnes qui, font de la simulation, vous êtes déjà retrouvés dans ce genre de situation, avec, bah, un calcul qui prend, pas mal de temps et qui surtout, monopolise, votre machine, et du coup, en attendant, vous n'avez pas trop, la possibilité de faire autre chose. Hem, donc là, un petit exemple, une application, hein, que je veux, présenter, c'est, par exemple, un calcul, statique non linéaire, donc avec un temps de référence sur un cœur en local de 35 minutes, et on va voir que, bah, on va avoir la possibilité, bien sûr, hein, de lancer, ces calculs sur plus de cœurs, donc 2 cœurs, 4 cœurs, 8 cœurs. En fait, on voit très rapidement que, bah, par exemple, entre 4 cœurs et 8 cœurs, le gain, en temps est ridicule. Pourquoi? Parce que, la plupart du temps, le 8 cœurs, on va pas vraiment parler de 8 cœurs physiques, parce que sur, nos machines, on n'a pas forcément cette puissance-là. Si on regarde côté cloud, bah, 4 cœurs, on a comment dire? Le même temps, hein, de simulation. Par contre, lorsqu'on va passer à 8 cœurs, bah, là, on va vraiment avoir un gain parce que c'est des vrais cœurs physiques qui sont utilisés, tout simplement. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir pousser, cette puissance à, bah, plus de cœurs, donc 18 ou 36 cœurs, ou même au-delà, hein. Pourtant enfin, comment dire? Hem, c'est des puissances de calcul qu'on ne pourrait pas avoir en local, par exemple. Un autre exemple, donc sur, de l'analyse de calcul, dynamique explicite, donc c'est des calculs qui sont, très coûteux en temps. Bah, là, on a fait la même expérience, hein, hem, sur différents nombres de cœurs en local, avec un temps de référence de 70 minutes sur un cœur, et on voit qu'on va, très rapidement plafonner, hein, sur, bah, tout simplement le gain en temps, hein, en fonction du nombre de cœurs utilisés. Contrairement à, la partie, cloud où là, bah, on va, pouvoir continuer à gagner en temps de calcul. Donc là, un petit exemple avec 36 cœurs, on est passé de 70 minutes à 6 minutes de calcul, tout simplement. Un autre avantage, c'est, la possibilité de venir, adapter, notre puissance de calcul en fonction de notre activité. Donc là, c'est un petit exemple avec, un graphique avec la charge de travail que l'on peut avoir, au cours d'une année. L'idée, c'est, de pouvoir, bah, s'équiper, de façon à pouvoir répondre à, on va dire, 80 90 du temps, à notre activité. Donc, pour faire ça, on va, pouvoir, s'appuyer sur les jetons. Donc les jetons, c'est, tout simplement des outils qui vont nous permettre de pouvoir, lancer les calculs en cloud avec, un certain nombre de cœurs qui seront définis, pour pouvoir répondre à cette charge, qui va être, plutôt lissée, dans l'année.
L'idée derrière, c'est que ces jetons, une fois qu'on a utilisé les jetons dans un calcul, une fois que le calcul est fini, bah, ces jetons retournent dans un pôle de jetons que l'on va pouvoir réutiliser par la suite. Et une autre façon, c'est lorsque l'on a des pics de charge, bah là, on va pouvoir s'appuyer sur un modèle de crédit. Donc là, c'est du consommable qui va nous permettre, bah, pareil, de pouvoir gagner comment dire, en ressources, mais de façon plutôt ponctuelle, parce que bah, une fois que le calcul sera fini, le crédit sera consommé et on n'aura plus accès à ce crédit-là et on pourra se réappuyer sur les jetons. Donc là, c'est un petit exemple que je voulais vous présenter. Donc là, je suis sur la trop d'expérience et j'ai envie de lancer un calcul donc en local où là, je vais pouvoir choisir tout simplement le nombre de cœurs sur lequel je veux lancer. Donc là, je vois que sur ma machine, je suis bloqué hein, à 6 cœurs, même si sur mon interface, il y a marqué 8 cœurs, mais c'est 6 cœurs physiques. Et j'ai aussi la possibilité de lancer en cloud, donc soit en utilisant des jetons qui me permettent bah, derrière de pouvoir choisir le nombre de cœurs sur lequel je veux lancer. Donc, suivant ce que j'utilise, je vais consommer des jetons ou pas. Donc là, par exemple, avec 96 cœurs, il me faudrait 160 jetons pour pouvoir lancer mon calcul en cloud. Et j'ai cette notion de crédit. Donc là, avec une estimation du nombre de crédits calculé enfin consommé par heure. Donc voilà, avec on a accès à cette technologie et cette technologie est vraiment très très flexible sur l'utilisation. Et un dernier avantage, c'est bah, la possibilité tout simplement de pouvoir exécuter et monitorer ces calculs-là n'importe où et n'importe quand. C'est-à-dire que on va pouvoir bah, tout simplement s'appuyer sur une interface web. Donc là, on voit cette interface que est sur cette vidéo. Et l'idée, c'est bah, sur une interface web, même si j'ai pas accès à donc là, c'est un exemple avec un INP, donc un fichier Abacus. Donc même si je n'ai pas Abacus sur mon poste, je vais avoir la capacité, via cette interface web, de venir importer tout simplement mon INP dans cet outil et derrière de pouvoir bah, tout simplement monitorer et exécuter ce calcul directement sur le cloud. D'accord. Donc là, on va pouvoir bah, tout simplement sélectionner le nombre de cœurs que l'on veut utiliser pour ce calcul, donc suivant ce qu'on a à disposition. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir bah, tout simplement lancer le calcul et bah, observer et monitorer le calcul. Derrière, on a aussi la capacité de visualiser, de prévisualiser les résultats de cette étude. Donc, Pierre en avait déjà un petit peu parlé avec ce viewer, mais on a aussi la possibilité bah, de télécharger ces résultats-là et de pouvoir les ouvrir bah, sur notre poste, là, cette fois-ci, pour pouvoir derrière exploiter différemment, aller récupérer plus d'informations ou des informations différentes que ce que l'on a pu voir sur le viewer, tout simplement, viewer 3D. Donc maintenant, comment est construite cette offre? Alors il y a deux façons, deux piliers. Donc soit on utilise des solutions legacy type Abacus, CST, Xflow par exemple, qui ont eux des jetons qui permettent tout simplement de lancer des calculs en local, donc sur votre machine, ou déporter, mais toujours en local, c'est-à-dire bah, de pouvoir lancer les calculs sur une machine qui est dédiée dans votre entreprise au calcul, ou alors bah, tout simplement en utilisant les rôles 3 d'expérience. Donc les rôles 3 d'expérience ont eux des jetons embarqués qui permettent à la fois de lancer les calculs en local, donc sur notre machine, mais également qui offrent la possibilité de lancer les calculs sur le cloud d'Asso. D'accord. Et dans le cas des solutions legacy, si l'on souhaite bah, avoir accès à cette puissance cloud, à ce cloud computing, on va avoir la capacité de rajouter une extension qui va nous permettre de pouvoir lancer les calculs sur le cloud.
Donc j'avais envie de vous partager 2 retours d'expérience sur ce sujet. Donc le premier sujet, c'est un client qui utilisait SolidWorks Simulation, qui a utilisé SolidWorks Simulation sur des calculs qui étaient assez gourmands en temps de calcul parce que il y avait beaucoup de gestion de contact, des choses comme ça, et qui y mettait beaucoup de temps pour tout ce qui était définition de l'étude. On a pu faire un benchmark, hein, sur son modèle et donc avec la solution SolidWorks en statique linéaire, avec un certain nombre d'éléments, on a pu lancer le calcul sur Calcur et le calcul a duré environ 40 minutes. On a souhaité faire la même expérience, donc on a réutilisé exactement le même modèle, sauf qu'on l'a lancé sur le cloud. Donc on voit même, on a pu lancer avec plus d'éléments, hein, sur la troll expérience. Et donc avec ce cloud computing, on a pu tout simplement lancer le calcul sur 8 heures et le calcul a mis 10 minutes au lieu de 40. Et donc, bah, le client a plutôt apprécié cette puissance et du coup, il est parti sur la troll expérience pour justement cette capacité de cloud computing. Un autre retour d'expérience, c'est tout simplement un client qui avait besoin de répondre à un appel d'offres. Donc pour cet appel d'offres, il avait 10 jours pour réaliser un certain nombre de calculs. Donc là, 40 études explicites sur Abacus. Donc comme on l'a vu, hein, précédemment, c'est des calculs qui sont très gourmands en temps de calcul. Et là, bah, par exemple, pour un calcul sur 4 heures, il mettait 42 heures pour le faire tourner. Donc si on ramène ça aux 40 études à réaliser, bah, il avait besoin de 70 jours pour pouvoir répondre au cahier des charges, ce qui n'était pas possible du coup. Euh, donc là, l'idée, c'est qu'on a pu échanger avec ce client, on a pu dimensionner le bon nombre de crédits pour qu'il puisse bah, tout simplement respecter le délai imposé par le cahier des charges. Et donc, grâce à ça, il a pu tout simplement lancer ses 40 calculs en 5 jours au lieu de 70 jours. Et derrière, il a pu bah, tout simplement garder un petit peu de temps pour exploiter et gérer tout ce qui était post-traitement, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que l'on est capable de faire et cette puissance, hein, du cloud computing et ce côté très intéressant de cette technologie qui est maintenant très accessible. Merci Mathieu donc pour cette présentation sur le cloud computing. On va pouvoir, clore, cette présentation, vous pouvez poser vos questions si vous en avez. On reste encore quelques minutes pour vous répondre si besoin. Merci en tout cas pour votre écoute et pour votre attention. Merci.